Imaginez un instant que vous tenez entre vos mains la chose la plus rapide de tout l'univers connu. Quelque chose qui traverse les galaxies, qui illumine les étoiles, qui permet à vos yeux de voir le monde qui vous entoure. Cette chose voyage à une vitesse si incroyable qu'elle pourrait faire le tour de notre planète Terre 7 fois et demie en une seule seconde. Cette chose, c'est la lumière. Et pourtant, dans un laboratoire tranquille de l'université de Harvard, des scientifiques ont accompli ce que beaucoup considéraient comme absolument impossible. Ils ont fait quelque chose qui aurait fait sourciller Albert Einstein lui-même. Ils ont arrêté la lumière, complètement, totalement. La lumière, qui normalement voyage à près de 300 000 km par seconde, s'est soudainement retrouvée immobile, figée dans l'espace, comme une sculpture invisible suspendue dans le néant. Comment est-ce possible que la chose la plus rapide de l'univers puisse être amenée à un arrêt total? Qu'est-ce que cela signifie pour notre compréhension de la réalité elle-même? Et surtout, pourquoi des scientifiques voudraient-ils capturer un rayon de lumière comme on attraperait un papillon dans un filet? Ces questions nous emmènent dans un voyage extraordinaire à travers les confins de la physique moderne, là où les règles que nous croyions immuables se révèlent être bien plus flexibles que nous ne l'aurions jamais imaginé. Avant de plonger dans les profondeurs de cette découverte fascinante, prenez un moment pour respirer profondément. Laissez votre esprit s'ouvrir aux merveilles de l'univers qui nous entoure. Car ce que vous allez découvrir ce soir pourrait bien changer la façon dont vous percevez la réalité elle-même. La lumière que vous voyez en ce moment même, celle qui émane de votre écran, celle qui baigne la pièce où vous vous trouvez, cette lumière si familière cache des secrets que l'humanité n'a commencé à percer que très récemment. Pensez-y un instant. La lumière du soleil qui réchauffe votre peau a voyagé pendant 8 minutes à travers le vide de l'espace pour atteindre la Terre. Et la lumière des étoiles que vous admirez la nuit a parfois voyagé pendant des millions, voire des milliards d'années avant d'atteindre vos yeux. Chaque photon que vous percevez est un messager cosmique, porteur d'informations venues des confins les plus reculés de l'univers. Et pourtant, ces messagers éternels, ces voyageurs infatigables, peuvent être stoppés dans leur course. Ils peuvent être capturés, maintenus immobiles, puis relâchés pour continuer leur voyage, comme si rien ne s'était passé. Si vous trouvez cette exploration fascinante, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos aventures scientifiques. Partagez également vos réflexions dans les commentaires, car vos questions et vos observations enrichissent notre exploration commune des mystères de l'univers. Et maintenant, laissez-vous emporter dans ce voyage extraordinaire à travers l'histoire de la lumière et les découvertes qui ont permis l'impossible. Pour comprendre comment les scientifiques ont réussi à arrêter la lumière, nous devons d'abord comprendre ce qu'est réellement la lumière. Cette question, apparemment simple, a tourmenté les plus grands esprits de l'humanité pendant des millénaires. Les anciens Grecs croyaient que la lumière émanait de nos yeux, qu'elle sortait de nos pupilles pour aller toucher les objets et nous permettre de les voir. Cette théorie de l'émission, défendue par des penseurs comme Empédocle et Platon, a dominé la pensée occidentale pendant des siècles. Imaginez un instant vivre dans un monde où vous croyez que vos yeux projettent des rayons invisibles qui explorent l'environnement autour de vous. C'est une vision poétique, presque magique,
mais elle était fondamentalement erronée. Au fil des siècles, les philosophes et les scientifiques ont progressivement compris que la lumière venait en réalité des sources lumineuses elles-mêmes, comme le soleil, les flammes ou les étoiles, et qu'elle se réfléchissait sur les objets avant d'atteindre nos yeux. Mais cette compréhension n'a fait que soulever d'autres questions encore plus profondes. Si la lumière voyage d'un point à un autre, comment voyage-t-elle exactement? Est-elle composée de minuscules particules qui se déplacent dans l'espace? Ou est-elle une onde, une vibration qui se propage comme les vagues sur la surface d'un lac? Cette question a divisé les scientifiques pendant des siècles. D'un côté, il y avait Isaac Newton, l'un des plus grands génies que l'humanité ait jamais connu. Newton était convaincu que la lumière était composée de petites particules qu'il appelait corpuscules. Selon sa théorie corpusculaire, la lumière était un flux de minuscules projectiles qui voyageaient en ligne droite et rebondissaient sur les surfaces comme des balles de billard microscopiques. Cette théorie expliquait parfaitement pourquoi la lumière se réfléchissait sur les miroirs et pourquoi elle projetait des ombres nettes derrière les objets. De l'autre côté se trouvait Christian Huygens, un brillant physicien néerlandais qui proposait une vision radicalement différente. Pour Huygens, la lumière n'était pas un flux de particules, mais une onde, une perturbation qui se propageait à travers un milieu mystérieux qu'il appelait l'éther. Tout comme le son se propage à travers l'air en faisant vibrer les molécules, la lumière se propagerait à travers l'éther, en créant des ondulations dans ce tissu invisible qui remplirait tout l'espace. Le débat entre ces deux visions a fait rage pendant plus d'un siècle. La réputation immense de Newton a longtemps penché en faveur de la théorie corpusculaire. Mais la vérité scientifique finit toujours par émerger, peu importe l'autorité de ceux qui la contestent. En 1801, un physicien anglais nommé Thomas Young a réalisé une expérience qui allait changer notre compréhension de la lumière pour toujours. Cette expérience, connue aujourd'hui sous le nom d'expérience des fentes de Young, est l'une des plus célèbres et des plus importantes de toute l'histoire de la physique. L'abbé Young a fait passer un faisceau de lumière à travers deux fentes très étroites et parallèles. Puis, il a observé le motif que cette lumière créait sur un écran placé derrière les fentes. Si la lumière était composée de particules, comme Newton le croyait, on s'attendrait à voir deux bandes de lumière sur l'écran, une pour chaque fente. Les particules passeraient simplement à travers l'une ou l'autre des fentes et iraient frapper l'écran en face d'elle. Mais ce n'est pas du tout ce que Young a observé. Au lieu de deux bandes, il a vu un motif complexe de bandes alternées de lumière et d'obscurité, un motif d'interférence. Ce motif d'interférence ne pouvait s'expliquer que si la lumière était une onde. Lorsque deux ondes se rencontrent, elles peuvent soit se renforcer mutuellement, créant une onde plus grande, soit s'annuler mutuellement, ou en créant une zone de calme. C'est exactement ce qui se passait dans l'expérience de Young. Les ondes lumineuses passant par les deux fentes se rencontraient de l'autre côté et interféraient entre elles, créant des zones où elles se renforçaient pour former des bandes lumineuses et des zones où elles s'annulaient pour former des bandes sombres. L'expérience de Young semblait avoir tranché le débat définitivement en faveur de la théorie ondulatoire. La lumière était une onde, point final. Mais l'univers, dans sa sagesse infinie, avait encore des surprises en réserve. Un peu plus d'un siècle plus tard,
un jeune physicien travaillant dans un bureau des brevets en Suisse allait bouleverser à nouveau notre compréhension de la lumière. Ce jeune homme s'appelait Albert Einstein et en 1905, il a publié un article qui lui vaudrait plus tard le prix Nobel de physique. Einstein étudiait un phénomène appelé l'effet photoélectrique, dans lequel la lumière frappant une surface métallique éjecte des électrons de cette surface. Ce phénomène était bien connu, mais il présentait des caractéristiques étranges que la théorie ondulatoire de la lumière ne pouvait pas expliquer. Selon la théorie ondulatoire, une lumière plus intense devrait éjecter des électrons plus énergétiques, car une onde plus puissante devrait transférer plus d'énergie. Mais ce n'était pas ce que les expériences montraient. L'énergie des électrons éjectés dépendait uniquement de la couleur, c'est-à-dire de la fréquence, de la lumière, pas de son intensité. Einstein a proposé une explication audacieuse. Et si la lumière n'était pas une onde continue, mais était plutôt composée de paquets discrets d'énergie, des quanta de lumière qu'on appellerait plus tard des photons, chaque photon porterait une quantité fixe d'énergie déterminée par sa fréquence. Lorsqu'un photon frappe un électron, il lui transfère toute son énergie d'un coup. L'intensité de la lumière détermine combien de photons frappent la surface. Mais c'est l'énergie de chaque photon individuel qui détermine l'énergie des électrons éjectés. Cette proposition d'Einstein était révolutionnaire car elle suggérait que Newton et Huygens avaient tous les deux raison, d'une certaine manière. La lumière se comporte parfois comme une onde, comme dans l'expérience des fentes de Young, et parfois comme un flux de particules, comme dans l'effet photoélectrique. Cette dualité onde-particule est l'une des caractéristiques les plus étranges et les plus fondamentales de la mécanique quantique. La lumière n'est ni purement une onde, ni purement une particule. Elle est quelque chose de plus subtil, quelque chose qui défie nos catégories intuitives, quelque chose qui se manifeste différemment selon la façon dont nous l'observons. Imaginez une créature qui serait à la fois un poisson et un oiseau, capable de nager dans l'eau et de voler dans les airs, mais jamais les deux en même temps. Selon l'environnement où vous l'observeriez, vous verriez soit un poisson, soit un oiseau, mais jamais les deux simultanément. La lumière est un peu comme cette créature impossible. Dans certaines expériences, elle révèle sa nature ondulatoire, et dans d'autres, elle révèle sa nature corpusculaire. Mais elle n'est jamais complètement l'une ou l'autre. Elle est toujours les deux à la fois, dans un état de superposition quantique qui ne se résout que lorsque nous effectuons une mesure. Cette compréhension de la nature duale de la lumière a été essentielle pour permettre aux scientifiques de concevoir des expériences capables de la ralentir et finalement de l'arrêter. Car pour manipuler la lumière de manière aussi radicale, il faut comprendre intimement comment elle interagit avec la matière, et cette interaction dépend crucialement de sa nature, à la fois ondulatoire et corpusculaire. Mais avant d'explorer comment les scientifiques ont réussi l'exploit d'arrêter la lumière, nous devons d'abord comprendre quelque chose de tout aussi fascinant, la vitesse de la lumière elle-même. Pendant longtemps, les êtres humains ont cru que la lumière voyageait instantanément. Lorsque vous allumez une lampe, la pièce semble s'illuminer immédiatement sans le moindre délai perceptible. Cette observation quotidienne a conduit de nombreux penseurs à conclure que la lumière se déplaçait infiniment vite, qu'elle était présente partout, instantanément, dès qu'une source lumineuse était activée.
Cette croyance en la vitesse infinie de la lumière a été remise en question pour la première fois en 1676 par un astronome danois nommé Ole Rømer. Rømer observait les lunes de Jupiter, en particulier la lune Io, qui passe régulièrement derrière la planète géante et disparaît temporairement de la vue des télescopes terrestres. En mesurant précisément le timing de ces éclipses, Rømer a remarqué quelque chose d'étrange. Non, le timing des éclipses semblait varier selon la position de la Terre sur son orbite autour du Soleil. Lorsque la Terre était du même côté du Soleil que Jupiter, les éclipses d'Io semblaient se produire légèrement plutôt que prévu. Lorsque la Terre était du côté opposé du Soleil, les éclipses semblaient se produire légèrement plus tard. Rømer a réalisé que cette variation n'était pas due à une irrégularité dans l'orbite d'Io, mais au temps que la lumière mettait pour voyager de Jupiter jusqu'à la Terre. Lorsque la Terre était plus proche de Jupiter, la lumière avait moins de distance à parcourir, donc l'information sur l'éclipse arrivait plus tôt. Lorsque la Terre était plus éloignée, la lumière devait parcourir une plus grande distance, donc l'information arrivait plus tard. En analysant ces données, Rømer a calculé que la lumière mettait environ 22 minutes pour traverser le diamètre de l'orbite terrestre. Cette estimation était remarquablement proche de la valeur réelle, qui est d'environ 16 minutes et demie. C'était la première mesure expérimentale de la vitesse de la lumière, et elle démontrait de manière irréfutable que la lumière avait bel et bien une vitesse finie, aussi incroyablement grande soit-elle. Au cours des siècles suivants, les scientifiques ont affiné cette mesure avec des techniques de plus en plus précises. En 1849, le physicien français Hippolyte Fizeau a mesuré la vitesse de la lumière sur Terre en utilisant un ingénieux système de miroirs et d'une roue dentée en rotation. Un faisceau de lumière passait entre les dents de la roue, voyageait jusqu'à un miroir distant, puis revenait. En ajustant la vitesse de rotation de la roue, Fizeau pouvait déterminer précisément combien de temps la lumière mettait pour faire l'aller-retour, ce qui lui permettait de calculer sa vitesse. Les mesures se sont affinées au fil des décennies. Léon Foucault, un autre physicien français, a amélioré la technique en utilisant des miroirs rotatifs au lieu de roues dentées. Au XXe siècle, des méthodes encore plus précises ont été développées utilisant des lasers et des horloges atomiques. Aujourd'hui, nous savons que la lumière voyage dans le vide à exactement 299 792 458 mètres par seconde. Cette valeur est si bien établie qu'elle est maintenant utilisée pour définir le mètre lui-même. Le mètre est officiellement défini comme la distance que la lumière parcourt dans le vide en un 300 millionième de seconde. Cette vitesse de la lumière, souvent désignée par la lettre C, occupe une place absolument centrale dans notre compréhension de l'univers. Albert Einstein a montré dans sa théorie de la relativité restreinte que C n'est pas simplement la vitesse de la lumière, mais la vitesse limite de l'univers lui-même. Rien, absolument rien, ne peut voyager plus vite que la lumière dans le vide. Cette limite n'est pas simplement une question de technologie ou d'ingénierie. C'est une propriété fondamentale de l'espace-temps lui-même. Selon la relativité, à mesure qu'un objet accélère et s'approche de la vitesse de la lumière, sa masse effective augmente. Pour accélérer un objet jusqu'à exactement la vitesse de la lumière, il faudrait une quantité infinie d'énergie, ce qui est évidemment impossible. C'est pourquoi
Seules les particules sans masse, comme les photons, peuvent voyager à la vitesse c. Tout ce qui a une masse, que ce soit un électron, un atome, un vaisseau spatial ou un être humain, est condamné à toujours voyager plus lentement que la lumière. Mais voici où les choses deviennent vraiment intéressantes. La vitesse de 299 millions de mètres par seconde est la vitesse de la lumière dans le vide. Lorsque la lumière traverse un milieu matériel, comme l'eau, le verre ou l'air, elle voyage plus lentement. C'est ce phénomène qui explique pourquoi les objets semblent déformés lorsqu'on les regarde à travers l'eau, pourquoi les lentilles peuvent focaliser la lumière et pourquoi les diamants scintillent de mille feux. Chaque matériau a ce qu'on appelle un indice de réfraction, qui mesure à quel point il ralentit la lumière par rapport au vide. L'indice de réfraction de l'air est très proche de 1, ce qui signifie que la lumière voyage presque aussi vite dans l'air que dans le vide. L'indice de réfraction de l'eau est d'environ 1,33, ce qui signifie que la lumière voyage environ 1/3 plus lentement dans l'eau que dans le vide. Le diamant a un indice de réfraction d'environ 2,4, ce qui explique pourquoi la lumière se courbe tellement lorsqu'elle entre dans un diamant, créant ces magnifiques jeux de lumière qui font la réputation des pierres précieuses. Mais même dans les matériaux avec les indices de réfraction les plus élevés, la lumière voyage encore à des vitesses absolument vertigineuses, des centaines de millions de mètres par seconde. L'idée de ralentir la lumière à quelques dizaines de mètres par seconde, ou même de l'arrêter complètement, aurait semblé absurde à n'importe quel physicien du XIXe siècle ou même du début du XXe siècle. Et pourtant, c'est exactement ce que des scientifiques ont réussi à accomplir à la fin des années 1990 et au début des années 2000. Pour comprendre comment cet exploit a été réalisé, nous devons plonger dans le monde étrange et merveilleux de la physique quantique, là où les règles de la physique classique que nous connaissons et aimons cèdent la place à des comportements qui défient l'intuition. Car c'est dans les profondeurs de la mécanique quantique que se trouve la clé pour arrêter la lumière. Dans le monde quantique, les atomes ne sont pas de simples boules de matière comme nous pourrions les imaginer. Ils sont des systèmes complexes où des électrons occupent des niveaux d'énergie discrets autour d'un noyau. Un électron dans un atome ne peut pas avoir n'importe quelle énergie. Il doit se trouver dans l'un des niveaux d'énergie permis, un peu comme les marches d'un escalier, où vous ne pouvez vous tenir que sur les marches, jamais entre elles. Lorsqu'un photon de lumière rencontre un atome, il peut être absorbé si son énergie correspond exactement à la différence d'énergie entre deux niveaux de l'atome. L'électron absorbe alors l'énergie du photon et saute à un niveau d'énergie plus élevé. Plus tard, l'électron peut retomber à son niveau d'énergie original en émettant un nouveau photon. Ce processus d'absorption et d'émission est fondamental pour comprendre comment la lumière interagit avec la matière. Mais voici où les choses deviennent vraiment fascinantes. Dans certaines configurations atomiques très spéciales, il est possible de créer ce qu'on appelle une transparence induite électromagnétiquement, ou EIT pour son acronyme anglais. Ce phénomène, découvert théoriquement par Stephen Harris à l'université Stanford dans les années 1990, permet de rendre transparent un milieu qui serait normalement opaque à une certaine fréquence de lumière. Comment cela fonctionne-t-il?
imaginons un atome avec 3 niveaux d'énergie que nous appellerons les niveaux 1, 2 et 3. Normalement, si nous envoyons un faisceau de lumière dont la fréquence correspond à la transition entre les niveaux 1 et 2, les atomes absorberont cette lumière et le milieu sera opaque. Mais si nous envoyons simultanément un second faisceau de lumière, appelé faisceau de contrôle, dont la fréquence correspond à la transition entre les niveaux 2 et 3, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les 2 faisceaux lumineux interagissent avec les atomes d'une manière qui crée une interférence quantique destructive. Cette interférence empêche les atomes d'absorber le premier faisceau de lumière. Le milieu, qui était opaque, devient soudainement transparent pour cette fréquence spécifique de lumière. C'est comme si le second faisceau de lumière ouvrait une fenêtre dans un mur autrement impénétrable. Mais la transparence induite électromagnétiquement ne se contente pas de rendre le milieu transparent, et elle modifie également profondément les propriétés de propagation de la lumière qui traverse ce milieu. En particulier, elle peut ralentir considérablement la lumière. Plus le faisceau de contrôle est faible, plus la fenêtre de transparence est étroite, et plus la lumière est ralentie. C'est cette propriété qui a permis les premières expériences de ralentissement extrême de la lumière. Mais pour atteindre les ralentissements les plus spectaculaires, les scientifiques avaient besoin d'un autre ingrédient, un état de la matière extraordinaire appelé condensat de Bose-Einstein. Ce nom rend hommage à 2 géants de la physique, Satyendra Nath Bose, un physicien indien qui a développé la théorie statistique des photons dans les années 1920, et Albert Einstein, qui a étendu cette théorie aux atomes. Et Bose et Einstein ont prédit qu'à des températures extrêmement basses, proches du zéro absolu, les atomes d'un gaz cesseraient de se comporter comme des particules individuelles et commenceraient à se comporter comme une seule entité quantique géante. À ces températures incroyablement froides, les atomes perdent leur identité individuelle et entrent dans le même état quantique, formant ce qu'on appelle un condensat de Bose-Einstein. Le zéro absolu, la température la plus froide théoriquement possible, est de moins 273,15 degrés Celsius, soit 0 Kelvin. À cette température, les atomes auraient le minimum d'énergie possible et cesseraient pratiquement tout mouvement. Bien qu'il soit impossible d'atteindre exactement le zéro absolu, les scientifiques ont réussi à s'en approcher de manière extraordinairement proche. La création d'un condensat de Bose-Einstein nécessite de refroidir les atomes à quelques milliardièmes de degrés au-dessus du zéro absolu. C'est une température incroyablement basse, bien plus froide que n'importe quel environnement naturel dans l'univers connu. L'espace entre les galaxies, aussi vide et froid qu'il soit, a une température d'environ 2,7 Kelvin à cause du rayonnement fossile du Big Bang. Les condensats de Bose-Einstein sont des milliards de fois plus froids que cet espace intergalactique. La première création réussie d'un condensat de Bose-Einstein a eu lieu en 1995, 70 ans après que Bose et Einstein aient prédit son existence. Cette réalisation, accomplie par Eric Cornell et Carl Wieman à l'Université du Colorado, et leur a valu le prix Nobel de physique en 2001, partagé avec Wolfgang Ketterl du MIT, qui avait réalisé des expériences similaires indépendamment. Pour créer un condensat de Bose-Einstein, les scientifiques utilisent une combinaison de techniques de refroidissement laser et de refroidissement évaporatif.
Le refroidissement laser utilise des faisceaux laser soigneusement accordés pour ralentir les atomes en les bombardant de photons qui absorbent leur énergie cinétique. Le refroidissement évaporatif fonctionne sur le même principe que le refroidissement d'une tasse de café chaud. Les atomes les plus énergétiques s'échappent, laissant derrière eux un gaz plus froid. Maintenant que nous comprenons les deux ingrédients clés, la transparence induite électromagnétiquement et le condensat de Bose-Einstein, nous pouvons enfin explorer comment les scientifiques ont réussi à ralentir puis à arrêter la lumière. L'héroïne de cette histoire est une physicienne danoise nommée Lene Westergaard Ho. Née en 1959 au Danemark, Ho a étudié la physique à l'université d'Aarhus avant de poursuivre ses recherches aux États-Unis. Elle est devenue professeure à l'université de Harvard et a établi son laboratoire au Rowland Institute for Science, un bâtiment qui surplombe la rivière Charles à Cambridge, Massachusetts. Ho avait commencé à s'intéresser au condensat de Bose-Einstein dans les années 1990, peu après leur première création. Elle et son équipe ont développé leur propre appareil pour créer et manipuler ces états exotiques de la matière. Son laboratoire était capable de produire de petits nuages d'atomes de sodium refroidis à des températures de quelques nanokelvins seulement, des milliardièmes de degrés au-dessus du zéro absolu. En 1999, Ho et son équipe ont réalisé une expérience qui allait stupéfier le monde scientifique. Ils ont combiné la transparence induite électromagnétiquement avec un condensat de Bose-Einstein pour ralentir la lumière de manière sans précédent. Un faisceau de lumière, qui aurait normalement traversé leur appareil en une infime fraction de seconde, a été ralenti à une vitesse de seulement 17 mètres par seconde. 17 mètres par seconde. C'est à peu près la vitesse d'un cycliste ou d'une personne courant à vive allure. La lumière, qui voyage normalement à 300 000 km par seconde, avait été ralentie 20 millions de fois. Et c'est comme si une voiture de course, capable de faire le tour de la Terre en un clin d'œil, se retrouvait soudainement à ramper plus lentement qu'un escargot. L'expérience fonctionnait de la manière suivante. Un petit nuage d'atomes de sodium refroidi jusqu'à former un condensat de Bose-Einstein était maintenu en suspension dans une chambre à vide par des champs magnétiques. 2 faisceaux laser illuminaient ce nuage, un faisceau de contrôle relativement intense et un faisceau sonde plus faible, qui était celui dont on voulait ralentir la progression. Le faisceau de contrôle créait la fenêtre de transparence induite électromagnétiquement, permettant au faisceau sonde de pénétrer dans le nuage atomique au lieu d'être absorbé. Mais cette fenêtre de transparence avait une propriété remarquable. Elle modifiait dramatiquement la vitesse de groupe de la lumière qui la traversait. La vitesse de groupe est la vitesse à laquelle l'enveloppe d'une impulsion lumineuse se déplace, c'est-à-dire la vitesse à laquelle l'information contenue dans la lumière est transportée. Lorsque l'impulsion lumineuse du faisceau sonde entrait dans le condensat de Bose-Einstein, elle était dramatiquement comprimée spatialement. Une impulsion qui aurait normalement occupé des kilomètres dans l'espace libre se retrouvait comprimée à quelques micromètres seulement, la taille du nuage atomique lui-même. Cette compression spatiale s'accompagnait d'un ralentissement temporel équivalent. La lumière rampait à travers le nuage d'atomes, en prenant son temps comme si elle n'était plus pressée d'aller où que ce soit. Les résultats de cette expérience
ont été publiés dans la prestigieuse revue Nature en février 1999 et ont fait sensation dans le monde entier. Des journaux et des magazines du monde entier ont rapporté cette nouvelle incroyable. Des scientifiques avaient réussi à ralentir la lumière à la vitesse d'un vélo. Pour beaucoup de gens, cela semblait presque magique, une violation des lois de la physique telles qu'ils les comprenaient. Mais Ho et son équipe n'allaient pas s'arrêter là. Si la lumière pouvait être ralentie aussi dramatiquement, pourrait-elle être arrêtée complètement? C'était la question qui motivait leur prochaine recherche. Et la réponse, comme ils allaient bientôt le découvrir, était un oui retentissant. En janvier 2001, l'équipe de l'ENEO a annoncé qu'elle avait réussi à arrêter complètement la lumière. Et l'article, également publié dans Nature, décrivait comment ils avaient modifié leur expérience pour capturer une impulsion lumineuse à l'intérieur du condensat de Bose-Einstein. La clé était le timing précis du faisceau de contrôle. Dans l'expérience originale de ralentissement, le faisceau de contrôle restait allumé en permanence. Maintenant, la fenêtre de transparence ouverte pendant que l'impulsion lumineuse traversait lentement le nuage atomique. Mais que se passerait-il si le faisceau de contrôle était éteint au moment précis où l'impulsion lumineuse se trouvait à l'intérieur du nuage? C'est exactement ce que Ho et ses collègues ont essayé. Ils ont envoyé une impulsion lumineuse dans le condensat. L'ont laissé ralentir et se comprimer à l'intérieur du nuage d'atomes, puis ont éteint le faisceau de contrôle. Sans le faisceau de contrôle, la fenêtre de transparence se fermait. Normalement, cela aurait signifié que le milieu deviendrait opaque et absorberait la lumière. Mais quelque chose de beaucoup plus subtil et fascinant se produisait. Lorsque le faisceau de contrôle s'éteignait, l'énergie et l'information contenues dans l'impulsion lumineuse n'étaient pas simplement absorbées et perdues. Au lieu de cela, elles étaient transférées aux atomes du condensat sous forme de ce qu'on appelle des cohérences atomiques ou des ondes de spin. Les atomes eux-mêmes devenaient porteurs de l'information qui était auparavant contenue dans la lumière. Et imaginez que vous pourriez transformer un message écrit sur du papier en un schéma de vibration dans un bloc de gelée. Le papier disparaîtrait, mais le message serait préservé dans les ondulations de la gelée. Plus tard, vous pourriez transformer ces vibrations de nouveau en papier et récupérer votre message intact. C'est essentiellement ce qui se passait dans l'expérience de Ho, mais avec des photons et des atomes au lieu de papier et de gelée. La lumière, en tant que lumière, avait cessé d'exister à l'intérieur du condensat. Mais l'information qu'elle portait était maintenant encodée dans l'état quantique des atomes. Les atomes se souvenaient de la lumière, pour ainsi dire. Ils portaient en eux l'empreinte de l'impulsion lumineuse qui les avait traversés. Et voici la partie vraiment magique. Lorsque le faisceau de contrôle était rallumé, les atomes restituaient leur information sous forme de lumière. Une nouvelle impulsion lumineuse émergeait du nuage atomique avec les mêmes propriétés que l'impulsion originale. C'était comme si la lumière avait été mise en pause, comme on mettrait en pause une vidéo, puis redémarrer pour continuer son chemin. Dans leurs premières expériences, Ho et son équipe ont réussi à arrêter la lumière pendant environ 1 millième de seconde. Cela peut sembler très court à l'échelle humaine, mais c'est une éternité à l'échelle atomique. Pendant ce millième de seconde, la lumière était complètement immobile, stockée dans les atomes,
attendant d'être libérés. Au même moment, une autre équipe travaillait sur le même problème de manière indépendante. Ronald Walsworth et Mikhail Lukin du Harvard Smithsonian Center for Astrophysics avaient développé une approche légèrement différente. Au lieu d'utiliser un condensat de Bose-Einstein, ils utilisaient un gaz chaud de rubidium. Leur méthode était moins extrême en termes de température, fonctionnant à environ 80 degrés Celsius au lieu des nanokelvins nécessaires pour un condensat de Bose-Einstein. L'approche de Walsworth et Lukin avait ses avantages et ses inconvénients. Elle était plus facile à réaliser expérimentalement, ne nécessitant pas l'appareillage complexe nécessaire pour créer et maintenir un condensat de Bose-Einstein. Mais elle était aussi moins efficace. Seulement environ la moitié de la lumière était stockée puis récupérée, et le temps de stockage était plus court. Et les deux équipes ont publié leurs résultats presque simultanément, créant une excitation considérable dans la communauté scientifique. La course pour arrêter la lumière avait été gagnée non pas par une équipe, mais par deux, utilisant des approches différentes mais complémentaires. Cela démontrait que le phénomène était robuste et reproductible, pas simplement un accident de laboratoire. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment d'arrêter la lumière? La lumière est-elle réellement immobile pendant qu'elle est stockée dans les atomes, ou est-ce simplement une façon de parler? C'est une question philosophique profonde qui touche à la nature même de l'identité et de l'information. D'un certain point de vue, on pourrait dire que la lumière n'est pas vraiment arrêtée, mais plutôt détruite puis recréée. L'impulsion lumineuse originale disparaît lorsqu'elle transfère son énergie et son information aux atomes. Plus tard, une nouvelle impulsion lumineuse est créée lorsque les atomes libèrent cette énergie et cette information. La lumière qui sort du nuage atomique n'est pas la même lumière que celle qui y est entrée. C'est une copie fidèle créée à partir des informations stockées. C'est un peu comme le vieux paradoxe du bateau de Thésée. Si vous remplacez progressivement chaque planche d'un bateau jusqu'à ce qu'aucune des planches originales ne reste, est-ce toujours le même bateau? Si une impulsion lumineuse est convertie en excitations atomiques, puis reconvertie en lumière, est-ce toujours la même impulsion lumineuse? De notre point de vue, et on pourrait argumenter que ce qui définit une impulsion lumineuse n'est pas les photons individuels qui la composent, mais l'information qu'elle porte, sa forme, sa fréquence, sa phase, son amplitude. Tant que cette information est préservée, on peut dire que c'est la même impulsion lumineuse, même si les photons physiques sont différents. Après tout, dans le monde quantique, les particules identiques sont véritablement indiscernables. Un photon n'a pas d'identité individuelle. Ce qui compte, c'est l'état quantique. Cette question philosophique n'est pas simplement académique. Elle touche au cœur de ce que nous entendons par information et par identité dans le monde quantique. Et elle a des implications pratiques importantes pour les applications futures de cette technologie, notamment dans le domaine de l'informatique quantique et des communications quantiques. Après les percées de 1999 et 2001, les scientifiques du monde entier ont commencé à explorer les limites de cette technologie. Combien de temps la lumière pouvait-elle rester arrêtée? Quelles autres propriétés pouvaient être préservées? Et quelles applications pratiques pourraient émerger de cette capacité à capturer et à libérer la lumière à volonté? En 2013, une équipe de physiciens de l'Université technique de Darmstadt en Allemagne
dirigé par Thomas Halfman, a accompli un exploit remarquable. Ils ont réussi à arrêter la lumière pendant 1 minute entière. 60 secondes pendant lesquelles la lumière était complètement immobile, stockée dans un cristal plutôt que dans un condensat de Bose-Einstein. Cette expérience utilisait une approche différente de celle de l'ENHO. Au lieu d'un gaz d'atomes ultra-froids, les chercheurs de Darmstadt utilisaient un cristal dopé avec des ions de praséodyme, un élément d'éther rare. Ce cristal avait des propriétés optiques particulières qui permettaient de stocker l'information lumineuse sous forme d'ondes de spin dans le réseau cristallin. La technique fonctionnait sur des principes similaires à l'EIT, mais avec quelques modifications importantes. 2 faisceaux laser interagissaient avec le cristal. Un faisceau de contrôle qui manipulait les propriétés optiques du cristal et un faisceau signal qui contenait l'information à stocker. Lorsque le faisceau de contrôle était éteint au bon moment, l'information du faisceau signal était transférée aux ions de praséodyme sous forme d'ondes de spin. Non, le défi principal pour étendre le temps de stockage était de maintenir la cohérence de ces ondes de spin. Dans tout système physique, les états quantiques ont tendance à se dégrader avec le temps, un processus appelé décohérence. C'est comme si l'information stockée s'estompait progressivement, devenant de plus en plus floue jusqu'à être complètement perdue. Pour combattre la décohérence, l'équipe de Darmstadt a utilisé des techniques sophistiquées impliquant des champs magnétiques et des impulsions radiofréquences. Ces techniques, empruntées au domaine de la résonance magnétique nucléaire, permettaient de protéger les ondes de spin des perturbations environnementales qui causeraient normalement la décohérence. En optimisant tous les paramètres de leur expérience à l'aide d'algorithmes informatiques inspirés de l'évolution naturelle, les chercheurs ont réussi à étendre le temps de stockage à 1 minute complète. C'était 1 million de fois plus long que ce qui avait été réalisé auparavant. Et non seulement ils pouvaient stocker une simple impulsion lumineuse, mais ils pouvaient également stocker des images, des motifs de lumière et d'obscurité qui étaient préservés dans le cristal puis récupérés intacts 1 minute plus tard. Cette avancée a ouvert de nouvelles perspectives pour les applications pratiques. 1 minute peut sembler court, mais c'est une éternité pour de nombreuses applications en informatique et en communication. C'est assez de temps pour effectuer des millions d'opérations de calcul ou pour transmettre des informations sur de grandes distances. L'équipe de Darmstadt a déclaré que leur objectif était d'étendre encore davantage le temps de stockage. Peut-être jusqu'à 1 semaine. Bien que cet objectif n'ait pas encore été atteint, les progrès continus dans ce domaine suggèrent qu'il pourrait devenir réalité dans les années à venir. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 2007, Lin Ho et son équipe ont accompli quelque chose d'encore plus extraordinaire. Ils ont non seulement arrêté la lumière, mais ils l'ont transférée d'un endroit à un autre sans qu'elle voyage jamais entre les 2 points. Voici comment cela fonctionnait. Une impulsion lumineuse était envoyée dans un premier condensat de Bose-Einstein, où elle était arrêtée et convertie en une onde de matière, une perturbation collective des atomes du condensat. Cette onde de matière était ensuite transférée à un second condensat de Bose-Einstein, situé à proximité. Dans le second condensat, l'onde de matière était reconvertie en lumière et une impulsion lumineuse identique à l'original émergeait. La lumière avait essentiellement disparu d'un endroit et réapparu dans un autre,
sans jamais exister en tant que lumière pendant le trajet intermédiaire. C'était une forme de téléportation de l'information, bien que le terme téléportation doive être utilisé avec prudence. Il ne s'agissait pas de la téléportation à la Star Trek, où des objets matériels sont dématérialisés puis rematérialisés ailleurs. C'était plutôt un transfert d'informations quantiques d'un support à un autre. Cette expérience démontrait la profonde interconnexion entre la lumière et la matière au niveau quantique. Les photons et les atomes, qui semblent si différents dans notre expérience quotidienne, peuvent échanger de l'information de manière transparente. Si l'information n'appartient pas exclusivement à l'un ou à l'autre, elle peut exister sous forme de lumière, sous forme de matière ou quelque part entre les deux. Ces découvertes ont des implications profondes pour notre compréhension de la nature de la réalité. Elles suggèrent que ce que nous considérons comme fondamental, la distinction entre lumière et matière, entre énergie et masse, est en fait plus fluide et plus subtile que notre intuition ne le suggère. Dans le monde quantique, les frontières que nous traçons entre différentes catégories de choses s'estompent et se mélangent de manière surprenante. Mais au-delà des implications philosophiques, ces découvertes ouvrent la voie à des applications technologiques révolutionnaires. La capacité de stocker et de manipuler la lumière à volonté est un élément clé pour le développement de l'informatique quantique et des communications quantiques. L'informatique quantique promet de résoudre des problèmes qui sont totalement hors de portée des ordinateurs classiques les plus puissants. Les ordinateurs quantiques utilisent les propriétés étranges du monde quantique, comme la superposition et l'intrication, pour effectuer des calculs d'une manière fondamentalement différente des ordinateurs traditionnels. Dans un ordinateur classique, l'information est stockée sous forme de bits, des unités qui peuvent être soit 0, soit 1. Dans un ordinateur quantique, l'information est stockée sous forme de qubits, des unités qui peuvent être simultanément 0 et 1 grâce à la superposition quantique. Cette capacité d'être dans plusieurs états à la fois permet aux ordinateurs quantiques d'explorer de nombreuses solutions possibles en parallèle, ce qui les rend extraordinairement puissants pour certains types de problèmes. Mais les ordinateurs quantiques ont un talon d'Achille. Les états quantiques sont incroyablement fragiles. La moindre perturbation de l'environnement peut détruire les délicates superpositions et intrications sur lesquelles repose le calcul quantique. C'est pourquoi le stockage fiable de l'information quantique est l'un des plus grands défis de ce domaine. La lumière arrêtée offre une solution potentielle à ce problème. Les photons sont d'excellents porteurs d'informations quantiques car ils interagissent peu avec leur environnement et peuvent transporter des qubits sur de longues distances. Mais ils sont difficiles à stocker car, bien sûr, ils ont tendance à se déplacer à la vitesse de la lumière. En utilisant les techniques développées par Ho et d'autres, il devient possible de capturer ces photons, de stocker leur information quantique dans des atomes pendant le temps nécessaire, puis de les relibérer pour continuer leur voyage. Cette capacité est essentielle pour le développement de ce qu'on appelle les répéteurs quantiques. Dans les communications quantiques, l'information est transportée par des photons sur des fibres optiques. Mais sur de longues distances, les photons sont graduellement perdus en raison de l'absorption et de la diffusion dans la fibre. Dans les communications classiques, ce problème est résolu par des amplificateurs qui régénèrent le signal. Mais dans les communications quantiques, l'amplification ordinaire est impossible
car elle détruirait les propriétés quantiques délicates de l'information. Les répéteurs quantiques offrent une solution. Ils capturent les photons entrants, stockent leur information quantique, puis la transmettent à de nouveaux photons qui continuent le voyage. De cette manière, l'information quantique peut être transmise sur des distances arbitrairement longues sans être dégradée. La lumière arrêtée est un composant clé de cette technologie. Les communications quantiques ont une propriété particulièrement attrayante. Elles sont fondamentalement sécurisées contre l'espionnage. Dans la cryptographie quantique, les clés de chiffrement sont échangées sous forme de photons individuels. Toute tentative d'intercepter ces photons modifierait inévitablement leur état quantique, alertant les communicants de la présence d'un espion. C'est une sécurité garantie par les lois de la physique elle-même, pas par la difficulté de résoudre des problèmes mathématiques. Pour les gouvernements, les militaires, les banques et toutes les organisations qui ont besoin de communications ultra sécurisées, la cryptographie quantique offre une solution ultime au problème de la sécurité des communications. Et la capacité d'arrêter et de stocker la lumière est un élément crucial pour rendre cette technologie pratique sur de longues distances. Au-delà de l'informatique et des communications, la lumière arrêtée pourrait avoir des applications dans d'autres domaines. Les mesures de précision pourraient bénéficier de la capacité de manipuler la lumière de manière aussi fine. Les horloges atomiques, qui sont à la base de la navigation par satellite et de nombreuses technologies modernes, pourraient devenir encore plus précises. Les détecteurs de champs gravitationnels, utilisés pour détecter les ondes gravitationnelles provenant de fusion de trous noirs et d'étoiles à neutrons, pourraient être améliorés. Même l'imagerie médicale pourrait bénéficier de ces avancées. La capacité de contrôler la lumière avec une telle précision pourrait permettre de développer de nouvelles techniques d'imagerie qui verraient à l'intérieur du corps humain avec une résolution et une sensibilité sans précédent. Mais peut-être que les applications les plus importantes sont celles que nous ne pouvons pas encore imaginer lorsque nous développons une nouvelle capacité technologique fondamentale comme la capacité d'arrêter la lumière. Les applications qui en émergent dépassent souvent de loin ce que les inventeurs avaient initialement envisagé. Lorsque les premiers lasers ont été développés dans les années 1960, ils étaient parfois décrits comme une solution à la recherche d'un problème. Personne ne pouvait imaginer toutes les manières dont cette technologie transformerait le monde. Des lecteurs de code barre aux communications par fibre optique, des imprimantes laser à la chirurgie oculaire. De même, la capacité d'arrêter la lumière pourrait bien engendrer des applications que nous ne pouvons pas encore concevoir. Prenons un moment pour réfléchir à ce que ces découvertes nous apprennent sur la nature de la réalité. La lumière, cette présence si familière et si fondamentale dans notre vie quotidienne, s'avère être bien plus mystérieuse et malléable que nous ne l'aurions jamais imaginé. Nous avons grandi avec l'idée que la lumière voyage toujours à la même vitesse vertigineuse, qu'elle est la constante ultime de l'univers, le maître étalon contre lequel tout le reste est mesuré. Et c'est vrai, dans un certain sens. La vitesse de la lumière dans le vide est toujours la même, et elle représente véritablement une limite absolue que rien ne peut dépasser. Mais cette constante, aussi fondamentale soit-elle, n'est pas aussi rigide que nous le pensions. Dans les bonnes conditions,
avec les bons matériaux et les bonnes techniques, la lumière peut être ralentie, arrêtée, stockée et même transférée d'un support à un autre. La constante universelle se révèle être étonnamment flexible lorsqu'on sait comment la manipuler. Et cela nous rappelle une leçon importante sur la science et sur notre compréhension de l'univers. Les lois de la physique que nous avons découvertes ne sont pas des règles arbitraires imposées par un quelconque législateur cosmique. Elles sont des descriptions de comment la nature se comporte dans certaines conditions. Et souvent, lorsque nous changeons les conditions de manière suffisamment radicale, nous découvrons que ces lois ont des subtilités et des exceptions que nous n'avions pas anticipées. La science avance non pas en confirmant ce que nous savons déjà, mais en nous surprenant avec ce que nous ne savions pas. Les scientifiques qui ont arrêté la lumière ne cherchaient pas simplement à vérifier une théorie existante. Ils exploraient les frontières de notre connaissance, repoussant les limites de ce que nous pensions possible. Et en le faisant, ils ont ouvert de nouvelles portes vers des territoires inexplorés de la physique. Pensez un instant à la chaîne de découvertes qui a mené à ce moment. Il a fallu des siècles de débats philosophiques pour comprendre la nature de la lumière. Il a fallu des génies comme Newton, Huygens, Young et Einstein pour démêler la dualité onde-particule. Il a fallu des visionnaires comme Bose et Einstein pour prédire l'existence d'un état exotique de la matière, à des températures impossiblement froides. Il a fallu des expérimentateurs déterminés comme Cornell, Wyman et Ketterl pour créer réellement cet état en laboratoire. Et finalement, il a fallu l'ingéniosité de Lenneau et de ses collègues pour combiner tous ces éléments d'une manière nouvelle et audacieuse. Chaque découverte s'est construite sur les précédentes, en formant une pyramide de connaissances qui s'élève toujours plus haut vers une compréhension plus profonde de l'univers. Et cette pyramide continue de croître. Les découvertes d'aujourd'hui deviennent les fondations sur lesquelles les découvertes de demain seront construites. Que nous réserve l'avenir dans ce domaine? Les scientifiques travaillent actuellement à plusieurs frontières. Ils cherchent à étendre encore davantage le temps pendant lequel la lumière peut être stockée, peut-être jusqu'à des heures ou des jours. Ils cherchent à développer des systèmes qui fonctionnent à des températures plus proches de la température ambiante, rendant la technologie plus pratique pour les applications quotidiennes. Ils cherchent à augmenter l'efficacité du stockage et de la récupération, de sorte que toute l'information lumineuse soit préservée sans perte. Chacune de ces avancées rapprochera la technologie de la lumière arrêtée de l'usage pratique. Et lorsque cela se produira, nous verrons émerger de nouvelles applications qui transformeront notre monde de manière que nous pouvons à peine commencer à imaginer. Mais au-delà des applications pratiques, ces découvertes ont une signification plus profonde. Elles nous rappellent que l'univers est un lieu d'émerveillement infini, où même les choses les plus familières peuvent révéler des surprises extraordinaires lorsqu'on les examine de suffisamment près. La lumière qui éclaire votre pièce en ce moment même, la lumière du soleil qui réchauffe la terre, la lumière des étoiles qui a voyagé pendant des éons pour atteindre vos yeux. Oh, cette lumière, si ordinaire et si omniprésente, cache des profondeurs de mystère que nous commençons tout juste à sonder. Chaque rayon de lumière est un messager quantique, porteur d'énergie et d'information, capable d'interagir avec la matière de manière subtile et complexe. Chaque photon est à la fois une onde
et une particule, une entité qui défie nos catégories classiques et nous oblige à repenser notre compréhension de la réalité. Et maintenant, nous savons que ces messagers quantiques peuvent être capturés, maintenus immobiles, puis relâchés pour continuer leur voyage. La lumière, cette grande constante de l'univers, peut être arrêtée par l'ingéniosité humaine. Il y a quelque chose de profondément émouvant dans cette idée. L'humanité, cette espèce récente sur une petite planète dans un coin ordinaire d'une galaxie ordinaire, et a développé la capacité de faire des choses que l'univers lui-même semblait interdire. Nous avons appris à manipuler les forces fondamentales de la nature, à plier les lois de la physique à notre volonté, à accomplir ce que les générations précédentes auraient considéré comme de la magie pure. Et nous ne faisons que commencer. Chaque découverte ouvre de nouvelles questions. Chaque réponse révèle de nouveaux mystères. L'univers est un coffre au trésor inépuisable. Et nous n'avons fait qu'entrevoir quelques-unes des merveilles qu'il contient. Alors que vous vous détendez et laissez ces idées flotter dans votre esprit, pensez à la lumière qui vous entoure. Pensez aux photons innombrables qui traversent l'espace à chaque instant, porteurs d'informations sur le monde qui vous entoure. Pensez au fait que quelque part, dans un laboratoire silencieux, des scientifiques ont réussi à capturer certains de ces messagers fugaces et à les maintenir immobiles, ne serait-ce qu'un instant. La lumière, ce symbole universel de rapidité et de mouvement, peut être amené au repos. Le voyageur le plus rapide de l'univers peut être persuadé de faire une pause, de s'arrêter un moment avant de reprendre sa course éternelle. Il y a une certaine poésie dans cette idée. La lumière qui illumine nos vies et rend possible la vision, la chaleur et la vie elle-même peut être apprivoisée par la connaissance humaine. Les mêmes cerveaux qui contemplent les étoiles et s'émerveillent de leur beauté peuvent concevoir des expériences qui font des choses que ces étoiles elles-mêmes ne peuvent pas faire. Dans un sens, c'est peut-être là la plus grande réalisation de l'humanité. Non pas la capacité de construire des gratte-ciel ou de voyager vers la Lune, mais la capacité de comprendre l'univers à un niveau si profond que nous pouvons commencer à le manipuler de manière fondamentale. Nous ne sommes plus simplement des observateurs passifs de la nature. Nous sommes devenus des participants actifs dans le jeu cosmique, capables de faire des choses que la nature elle-même ne fait pas spontanément. Et tout cela a commencé par la curiosité. Une curiosité de savoir ce qu'est vraiment la lumière, comment elle voyage, comment elle interagit avec la matière. Une curiosité qui a poussé des générations de scientifiques à poser des questions, à concevoir des expériences, à remettre en question les idées reçues. Une curiosité qui ne s'est jamais satisfaite des réponses faciles et qui a toujours cherché à aller plus loin, du plus profond, vers une compréhension plus complète. Cette curiosité est peut-être notre plus grande qualité en tant qu'espèce. Elle nous pousse à explorer, à découvrir, à apprendre. Elle nous pousse à regarder les étoiles et à nous demander ce qu'elles sont. Elle nous pousse à regarder un rayon de lumière et à nous demander si nous pourrions l'arrêter. Et parfois, après des siècles d'efforts et d'ingéniosité, elle nous permet de répondre à ces questions d'une manière qui dépasse même nos rêves les plus audacieux. Alors que la nuit s'approfondit et que vos pensées commencent à dériver vers le sommeil, gardez avec vous cette image de la lumière arrêtée. Imaginez une impulsion lumineuse voyageant à travers l'univers depuis des milliards d'années
qui entre dans un petit nuage d'atomes ultra-froids dans un laboratoire de la Nouvelle-Angleterre. Imaginez cette impulsion qui ralentit, qui se comprime, qui finit par s'arrêter complètement, maintenue immobile par l'ingéniosité humaine. Pendant un bref moment, ce fragment de lumière cosmique est au repos. Il ne voyage plus, il attend. Et puis, lorsque le faisceau de contrôle se rallume, il reprend son voyage, exactement comme avant, comme si rien ne s'était passé. Mais quelque chose s'est passé. L'impossible a été accompli. La lumière a été arrêtée. Dans le silence de votre chambre, pensez à tous les scientifiques qui ont rendu cela possible. Pensez à Rømer, observant les lunes de Jupiter et réalisant que la lumière avait une vitesse finie. Pensez à Young, faisant passer la lumière à travers 2 fentes et voyant le motif d'interférence qui prouvait sa nature ondulatoire. Pensez à Einstein, proposant audacieusement que la lumière était aussi composée de particules. Pensez à Bose et Einstein, prédisant l'existence d'un état de matière qui ne serait créé que des décennies plus tard. Pensez à Howe, combinant tous ces éléments d'une manière nouvelle pour accomplir l'impossible. Chacun de ces scientifiques a contribué une pièce au puzzle. Chacun a apporté sa curiosité, son intelligence, son dévouement à la recherche de la vérité. Et ensemble, à travers les siècles, ils ont construit un édifice de connaissances qui nous permet aujourd'hui de faire des choses qui auraient semblé magiques à leurs ancêtres. C'est le pouvoir de la science. Non pas simplement de comprendre le monde, mais de le transformer. Non pas simplement d'observer la nature, mais de l'influencer. Non pas simplement d'accepter les limites apparentes, mais de les repousser toujours plus loin. Et ce pouvoir est entre les mains de l'humanité tout entière. Chaque enfant qui regarde les étoiles avec émerveillement pourrait un jour faire une découverte qui changera notre compréhension de l'univers. Chaque question curieuse pourrait être le premier pas vers une révolution scientifique. Chaque moment de perplexité face au mystère de la nature pourrait être le germe d'une idée qui transformera le monde. Alors dormez bien, chers voyageurs de la connaissance. Laissez votre esprit s'apaiser et vos rêves s'élever vers les étoiles. Demain, le soleil se lèvera et sa lumière baignera une fois de plus notre monde. Et quelque part, dans des laboratoires du monde entier, des scientifiques continueront à explorer les frontières de ce que nous savons, à repousser les limites de ce que nous pensions possible. La lumière qui brillera dans vos yeux demain matin est la même lumière que les scientifiques ont appris à arrêter. C'est la même lumière qui a illuminé les premiers humains il y a des centaines de milliers d'années. La même lumière qui a permis l'émergence de la vie sur Terre il y a des milliards d'années. La même lumière qui a été créée dans les fournaises nucléaires des étoiles depuis les premiers moments de l'univers. Cette lumière, si ancienne et si universelle, peut maintenant être capturée et maintenue immobile par la connaissance humaine. C'est une pensée qui devrait vous remplir d'émerveillement et de fierté. Nous sommes une espèce capable de comprendre et de manipuler les forces fondamentales de l'univers. Nous sommes les héritiers de millénaires de curiosité et de découverte. Et nous ne faisons que commencer. Les mystères de l'univers sont infinis, mais notre soif de les comprendre l'est aussi. Chaque réponse que nous trouvons révèle de nouvelles questions. Chaque porte que nous ouvrons donne sur de nouveaux couloirs à explorer. C'est un voyage sans fin, et c'est peut-être ce qui le rend si beau.
Alors reposez-vous maintenant, sachant que le monde continue de tourner, que la lumière continue de briller, et que quelque part, dans l'obscurité d'un laboratoire, des atomes ultra-froids attendent patiemment de capturer le prochain rayon de lumière qui passera par leur chemin. La nuit est profonde, mais la lumière reviendra. Elle revient toujours. Et quand elle reviendra, elle portera avec elle les secrets de l'univers, des secrets que l'humanité apprend lentement à déchiffrer, un photon à la fois. Bonne nuit, et que vos rêves soient illuminés par les merveilles de l'univers. Laissez votre esprit flotter maintenant, comme un photon dans le vide de l'espace. Imaginez que vous voyagez à la vitesse de la lumière, traversant les galaxies en un clin d'œil, passant devant des étoiles naissantes et des supernovas mourantes. Le temps lui-même semble s'arrêter à cette vitesse. Selon la relativité d'Einstein, un photon ne ressent pas le passage du temps. Pour lui, le départ et l'arrivée sont simultanés, même si pour un observateur extérieur, le voyage dure des millions d'années. C'est une perspective vertigineuse. Et la lumière du soleil qui réchauffe votre visage a quitté la surface du soleil il y a 8 minutes de votre point de vue. Mais, du point de vue du photon lui-même, si nous pouvions lui attribuer un point de vue, il est parti et arrivé au même instant. Le voyage n'a duré aucun temps du tout. Et pourtant, ces voyageurs intemporels peuvent être amenés à faire une pause dans leur course éternelle. Dans les bonnes conditions, ils peuvent être capturés, maintenus immobiles, comme si le temps lui-même s'était arrêté pour eux. Puis, lorsque les conditions changent, ils reprennent leur voyage comme si rien ne s'était passé. C'est comme si les scientifiques avaient trouvé un moyen de mettre le temps en pause, du moins pour ces petits paquets d'énergie lumineuse. C'est une idée qui touche au plus grand mystère de la physique, la nature du temps. Aider la relation entre l'espace et le temps, le sens même de l'existence dans un univers régi par les lois de la relativité et de la mécanique quantique. Le temps passe différemment pour différents observateurs, nous a appris Einstein. Un astronaute voyageant à grande vitesse vieillit plus lentement que quelqu'un resté sur Terre. Près d'un trou noir, où la gravité est immense, le temps ralentit considérablement. Et pour un photon voyageant à la vitesse de la lumière, le temps ne passe pas du tout. Alors qu'est-ce que cela signifie d'arrêter un photon? Si le temps ne passe pas pour lui quand il voyage, que se passe-t-il quand il s'arrête? Ces questions n'ont pas de réponse facile. Elles touchent aux limites de notre compréhension actuelle de la physique, aux endroits où la relativité et la mécanique quantique se rencontrent et parfois se contredisent. Ces régions frontières de la physique sont les endroits les plus excitants pour les scientifiques. C'est là que de nouvelles découvertes attendent d'être faites, là que notre compréhension de l'univers pourrait être révolutionnée une fois de plus. Les expériences sur la lumière arrêtée sont des sondes dans ces territoires inconnus, des expériences qui testent les limites de nos théories et qui pourraient, un jour, révéler quelque chose de profondément nouveau sur la nature de la réalité. Mais pour l'instant, laissons ces questions reposer. Elles seront toujours là demain, attendant d'être explorées par des esprits curieux. Pour l'instant, il est temps de se reposer, de laisser les pensées s'apaiser et les rêves prendre le dessus. Imaginez-vous flottant dans l'espace, entouré d'étoiles brillantes. Chacune de ces étoiles est un soleil lointain, une fournaise nucléaire qui fusionne l'hydrogène en hélium et libère de l'énergie sous forme de lumière. Cette lumière voyage à travers le vide
pendant des années, des décennies, des siècles, des millénaires, avant d'atteindre vos yeux. La lumière de l'étoile la plus proche du Soleil, Proxima Centauri, met plus de 4 ans à nous parvenir. La lumière de l'étoile polaire, l'étoile du Nord, a voyagé pendant environ 430 ans. La lumière de la galaxie d'Andromède, notre voisine galactique la plus proche, a commencé son voyage il y a 2,5 millions d'années, avant même que les premiers humains n'apparaissent sur Terre. Chaque fois que vous regardez le ciel nocturne, vous regardez le passé. Now vous voyez les étoiles, non pas comme elles sont maintenant, mais comme elles étaient quand leur lumière a commencé son voyage vers vous. L'univers que vous observez est un univers de lumière ancienne, un portrait composé de photons qui ont commencé leur voyage à des moments différents de l'histoire cosmique. Et maintenant, nous savons que ces photons anciens pourraient être capturés et maintenus immobiles. La lumière d'une étoile lointaine, après avoir voyagé pendant des millions d'années, pourrait entrer dans un laboratoire terrestre et être arrêtée, ne serait-ce qu'un instant, avant de continuer son voyage ou d'être absorbée. C'est une pensée humiliante et exaltante à la fois. Humiliante parce qu'elle nous rappelle notre petitesse face à l'immensité de l'univers. Exaltante parce qu'elle démontre que même dans notre petitesse, nous sommes capables de comprendre et de manipuler les forces fondamentales qui gouvernent ce vaste cosmos. Les atomes de votre corps ont été forgés dans les cœurs d'étoiles anciennes. Les mêmes processus nucléaires qui produisent la lumière des étoiles ont créé le carbone, l'oxygène, le fer et tous les autres éléments qui constituent votre être. Vous êtes littéralement fait de poussière d'étoiles, un fragment de l'univers devenu conscient de lui-même. Et cette conscience vous permet de comprendre des choses que l'univers lui-même ne comprend pas. L'univers ne sait pas qu'il existe. Les étoiles ne savent pas qu'elles brillent. Les photons ne savent pas qu'ils voyagent. Mais vous le savez. Vous pouvez contempler l'univers et vous émerveiller de sa beauté. Vous pouvez poser des questions et chercher des réponses. Or, vous pouvez concevoir des expériences pour tester vos idées et découvrir de nouvelles vérités. C'est un privilège extraordinaire, être un être conscient dans un univers largement inconscient. C'est aussi une responsabilité, celle de préserver cette conscience, de la cultiver, de la transmettre aux générations futures. Chaque fois qu'un enfant apprend quelque chose de nouveau sur l'univers, chaque fois qu'un scientifique fait une découverte, cette conscience collective de l'humanité s'enrichit et s'approfondit. La découverte de la lumière arrêtée est un jalon dans ce long voyage de découverte. Ce n'est pas la fin, loin de là. C'est simplement une étape de plus sur un chemin qui n'a pas de fin visible. Mais c'est une étape importante, une qui ouvre de nouvelles possibilités et de nouvelles questions, et d'une qui nous rapproche un peu plus d'une compréhension complète de l'univers dans lequel nous vivons. Alors que vous glissez vers le sommeil, gardez cette pensée avec vous. Vous êtes un fragment de l'univers, capable de comprendre l'univers. Vous êtes fait des mêmes atomes que les étoiles, et vous pouvez contempler ces étoiles et vous demander ce qu'elles sont. Vous êtes le produit de milliards d'années d'évolution cosmique et biologique, et vous portez en vous le potentiel de découvrir des vérités que personne n'a encore découvertes. C'est une pensée qui devrait vous remplir de paix et d'émerveillement. Le monde est plein de mystères, mais ce sont des mystères qui peuvent être explorés. L'univers est vaste et complexe, mais il est aussi compréhensible.
et même les choses qui semblent impossibles, comme arrêter la lumière, peuvent être accomplies par l'ingéniosité et la persévérance humaine. Dormez maintenant, chers explorateurs des étoiles. Demain apportera de nouvelles lumières et de nouvelles découvertes. Mais pour l'instant, le repos est bien mérité. Laissez les pensées s'éloigner comme des nuages dans un ciel d'été. Laissez votre corps se détendre et votre esprit s'apaiser. La lumière du matin viendra en son temps, portant avec elle la promesse d'un nouveau jour et de nouvelles merveilles à découvrir. La lumière ne dort jamais, mais vous le pouvez. Et dans vos rêves, peut-être verrez-vous les photons danser à travers l'univers, certains voyageant à des vitesses vertigineuses, d'autres s'arrêtant un instant dans un nuage d'atomes froids avant de reprendre leur course éternelle. C'est la danse de la lumière, une danse qui continue depuis le début des temps et qui continuera longtemps après que nous serons partis. Bonne nuit, voyageurs des étoiles. Que vos rêves soient lumineux et paisibles. Les expériences de Leno et de ses collègues nous ont montré que même les constantes de l'univers peuvent être contournées avec suffisamment d'ingéniosité. La vitesse de la lumière, cette limite apparemment absolue, peut être manipulée et même réduite à zéro dans les bonnes conditions. C'est une leçon d'humilité pour ceux qui pensent que nous avons tout compris et une source d'espoir pour ceux qui rêvent de découvertes futures. Qui sait quelles autres impossibilités apparentes seront surmontées dans les décennies à venir ? Peut-être apprendrons-nous à voyager plus vite que la lumière, non pas en violant les lois de la physique, mais en trouvant des failles ou des exceptions que nous n'avions pas anticipées. Peut-être découvrirons-nous de nouvelles formes de matière ou d'énergie qui transformeront notre compréhension de l'univers. Peut-être établirons-nous le contact avec des intelligences extraterrestres qui partageront avec nous leur propre compréhension du cosmos. Ou peut-être les découvertes les plus importantes seront-elles de nature plus intime, des insights sur la nature de la conscience, sur l'origine de la vie, sur le sens de notre existence dans cet univers vaste et mystérieux. Chaque domaine de la connaissance humaine est riche en questions non résolues et en mystères qui attendent d'être élucidés. Ce qui est certain, c'est que l'aventure de la découverte continuera. Tant qu'il y aura des esprits curieux pour poser des questions et des mains habiles pour concevoir des expériences, nous continuerons à repousser les frontières de notre connaissance. Et chaque nouvelle découverte, qu'elle concerne la lumière arrêtée ou tout autre phénomène, enrichira notre compréhension de l'univers et de notre place en son sein. Dans le grand schéma des choses, les expériences sur la lumière arrêtée ne sont qu'un petit chapitre de l'histoire de la science humaine. Mais c'est un chapitre fascinant qui illustre parfaitement la capacité de l'humanité à transformer l'impossible en réalité. Et c'est un chapitre qui n'est pas encore terminé. De nouvelles expériences, de nouveaux records, de nouvelles applications continuent d'émerger à mesure que les scientifiques explorent les possibilités ouvertes par cette technologie. Dès la prochaine fois que vous verrez un rayon de soleil percer à travers les nuages, ou que vous admirerez la lumière d'une étoile dans le ciel nocturne, pensez à ce voyage extraordinaire que ces photons ont accompli. Pensez aux milliards de kilomètres qu'ils ont parcourus, aux obstacles qu'ils ont traversés, aux interactions avec la matière qu'ils ont subies en chemin. Et pensez au fait que, quelque part, sur Terre, des scientifiques ont appris à capturer ces voyageurs infatigables et à les maintenir immobiles, ne serait-ce qu'un instant.
C'est l'un des miracles de la science moderne, un témoignage de ce que l'humanité peut accomplir quand elle combine la curiosité, l'intelligence et la persévérance. Et c'est une promesse de découverte encore plus merveilleuse à venir. Que cette pensée vous accompagne dans vos rêves ce soir. Et l'univers est un lieu d'émerveillement infini, et vous en faites partie. Vous êtes un fragment de matière cosmique devenu conscient, capable de contempler les étoiles et de vous demander ce qu'elles sont. Et parfois, vous êtes même capable de capturer leur lumière et de la maintenir immobile dans votre main. Bonne nuit, et à demain, quand la lumière du soleil vous réveillera pour un nouveau jour d'exploration et de découverte. La recherche continue dans les laboratoires du monde entier. Des équipes en Allemagne, en Chine, aux États-Unis et ailleurs travaillent à améliorer les techniques de stockage de la lumière. Chaque année apporte de nouveaux progrès, des temps de stockage plus longs, des efficacités plus élevées, des systèmes plus pratiques et plus compacts. Les condensats de Bose-Einstein sont autrefois des curiosités de laboratoire nécessitant des équipements complexes et coûteux, deviennent progressivement plus accessibles. De nouvelles techniques permettent de les créer plus rapidement et avec moins de ressources. Des systèmes miniaturisés sont en développement, qui pourraient un jour tenir sur une puce de quelques millimètres. Les cristaux dopés, comme ceux utilisés par l'équipe de Darmstadt, offrent une voie alternative prometteuse. Ils peuvent fonctionner à des températures plus élevées que les condensats de Bose-Einstein, ce qui les rend plus pratiques pour de nombreuses applications. Et les progrès dans la science des matériaux permettent de créer des cristaux avec des propriétés de plus en plus favorables au stockage de la lumière. D'autres approches sont également explorées, et certains chercheurs étudient des systèmes à base de gaz atomique chaud, qui ne nécessitent pas le refroidissement extrême des condensats de Bose-Einstein. D'autres explorent des approches basées sur des structures artificielles, comme des métamatériaux conçus pour manipuler la lumière de manières impossibles avec des matériaux naturels. Chacune de ces approches a ses avantages et ses inconvénients, et il est probable que différentes applications utiliseront différentes technologies selon leurs besoins spécifiques. Un système de communication quantique longue distance pourrait utiliser une technologie différente d'un processeur quantique compact, par exemple. Ce qui est clair, c'est que le domaine est en pleine effervescence. Les investissements dans la recherche quantique ont considérablement augmenté ces dernières années et portés par la promesse de technologies transformatrices. Des gouvernements et des entreprises du monde entier investissent des milliards dans le développement de l'informatique quantique, des communications quantiques et d'autres technologies connexes. La lumière arrêtée n'est qu'un des nombreux phénomènes quantiques qui sont exploités dans cette nouvelle révolution technologique. Mais c'est un phénomène particulièrement élégant et frappant qui capture l'imagination du public comme peu d'autres le font. L'idée de capturer la lumière, de la maintenir immobile, résonne avec quelque chose de profond dans notre psyché collective. Peut-être est-ce parce que la lumière a toujours été un symbole de liberté et de mouvement. Elle est insaisissable, intangible, toujours en mouvement. L'arrêter semble presque contre nature, et comme attraper le vent ou capturer une pensée fugitive. Et pourtant, c'est exactement ce que les scientifiques ont accompli. Cette capacité à faire l'apparemment impossible est peut-être la caractéristique la plus remarquable de l'humanité. Nous sommes une espèce qui refuse d'accepter les limites, qui repousse
constamment les frontières de ce qui est possible. Et parfois, cette tendance nous cause des problèmes. Mais souvent, elle nous mène vers des découvertes extraordinaires qui transforment notre monde pour le mieux. La lumière arrêtée est l'une de ces découvertes. Elle ne changera peut-être pas votre vie quotidienne demain, mais elle pourrait bien transformer le monde dans les décennies à venir. Les ordinateurs quantiques rendus possibles par cette technologie pourraient résoudre des problèmes qui sont actuellement insurmontables, de la découverte de nouveaux médicaments à l'optimisation des systèmes de transport. Les communications quantiques pourraient sécuriser nos données d'une manière que les cryptographies actuelles ne peuvent pas égaler. Mais même au-delà de ces applications pratiques, la lumière arrêtée a une valeur intrinsèque. Elle nous rappelle que l'univers est plus étrange et plus merveilleux que nous ne l'avions imaginé. Elle nous montre que même les constantes apparentes peuvent être défiées. Elle nous inspire à continuer à explorer, à questionner, à découvrir. C'est peut-être là la plus grande leçon de cette histoire. Non pas que nous pouvons arrêter la lumière, aussi impressionnant que ce soit, mais que nous ne devrions jamais cesser de chercher de nouvelles façons de comprendre et de manipuler le monde qui nous entoure. La curiosité est notre plus grand atout, et tant que nous la cultivons, il n'y a pas de limite à ce que nous pouvons accomplir. Alors, tandis que vos paupières deviennent lourdes et que le sommeil vous appelle, gardez cette flamme de curiosité allumée quelque part dans votre cœur. Elle sera toujours là demain matin, prête à vous guider vers de nouvelles découvertes et de nouvelles merveilles. L'univers n'a pas fini de nous surprendre et nous n'avons pas fini de l'explorer. La nuit avance et avec elle vient le repos bien mérité. Les étoiles brillent au-dessus de vous, leurs photons voyageant à travers le vide à des vitesses vertigineuses. Quelque part, dans un laboratoire silencieux, un nuage d'atomes ultra-froids attend patiemment le prochain faisceau de lumière à capturer. Et quelque part, dans le futur, et que des technologies que nous pouvons à peine imaginer transformeront notre monde grâce aux découvertes d'aujourd'hui. Mais tout cela peut attendre. Pour l'instant, il est temps de dormir. Laissez votre corps s'enfoncer dans le confort de votre lit. Laissez vos pensées s'éloigner comme des feuilles emportées par un ruisseau tranquille. La lumière du matin viendra en son temps, apportant avec elle un nouveau jour plein de possibilités. Dormez bien, explorateurs de l'univers. Vos rêves sont aussi vastes que le cosmos lui-même et tout aussi plein de merveilles à découvrir. Et ainsi, notre voyage à travers l'histoire de la lumière arrêtée touche à sa fin. Nous avons parcouru des siècles de découvertes scientifiques, des premières spéculations des philosophes grecs aux expériences de pointe des laboratoires modernes. Nous avons rencontré des génies comme Newton, Huygens, Young et Einstein, chacun apportant sa contribution unique à notre compréhension de la lumière. Nous avons exploré les profondeurs de la mécanique quantique, où les règles familières de la physique cèdent la place à des comportements étranges et merveilleux. Et finalement, nous avons vu comment une physicienne danoise et son équipe ont accompli ce qui semblait impossible: arrêter la lumière complètement, ne serait-ce que pendant un bref instant. C'est une histoire de curiosité, de persévérance et d'ingéniosité humaine. C'est une histoire qui nous rappelle que l'univers garde encore de nombreux secrets, mais que ces secrets peuvent être percés par ceux qui ont le courage de chercher. La lumière continuera de briller comme elle l'a fait depuis le début des temps.
Elle continuera de voyager à travers le cosmos, portant l'énergie et l'information d'une étoile à une planète, d'un atome à un autre. Mais maintenant, nous savons qu'elle peut aussi être capturée, maintenue immobile et libérée à volonté. C'est une connaissance qui transformera notre monde, d'une manière ou d'une autre, dans les années et les décennies à venir. Merci d'avoir fait ce voyage avec nous. Merci pour votre curiosité, votre attention et votre émerveillement. Ce sont ces qualités qui font avancer la science et qui permettent à l'humanité de repousser sans cesse les frontières de ce qui est possible. Maintenant, reposez-vous. Le monde continuera de tourner, les étoiles continueront de briller et la lumière continuera de voyager. Et demain, quand vous vous réveillerez, vous verrez le monde avec des yeux un peu plus émerveillés. Et sachant que même la chose la plus rapide de l'univers peut être amenée à faire une pause. Bonne nuit et que la lumière soit toujours avec vous. End.